Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu amélioration de voiture, puisque vous êtes assez nombreux à découvrir la licence Forza Horizon avec Forza Horizon 5, et du coup vous êtes assez nombreux, entre guillemets, à être un petit peu perdu avec le système d'amélioration de Forza Horizon 5. Du coup certains m'ont demandé, voilà, si je pouvais faire une petite vidéo guide pour vous présenter un petit peu le système d'amélioration et puis pour vous conseiller éventuellement quelques types d'amélioration sur les voitures pour éventuellement vous donner un petit coup de pouce pour bien démarrer sur Forza Horizon 5. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo qui va être donc découpée en deux parties. Première partie, présentation des améliorations, je vais vous expliquer un petit peu sur chaque pièce, ce que ça va vraiment changer sur votre voiture. Et deuxième partie de vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment j'améliore mes voitures pour éventuellement vous donner quelques pistes pour bien améliorer vous aussi vos voitures en sachant que je suis pas forcément le meilleur joueur Forza Horizon, simplement j'ai tous les Forza depuis Motorsport 2, j'ai tous les Forza Horizon évidemment aussi. Du coup, je connais plutôt bien la physique et à force, on va dire, d'avoir passé autant d'heures et autant d'années sur les Forza, je sais quand même plus ou moins bien ce qui marche par rapport à la physique du jeu pour bien avoir des voitures performantes. Donc c'est parti, on va commencer avec la conversion. Ah oui, dernier petit détail, j'ai oublié, dans cette vidéo, on ne parlera que d'amélioration, on ne parlera pas vraiment de réglage. Sachez qu'évidemment, une fois que votre voiture est améliorée sur le jeu, vous avez ensuite la possibilité de régler plusieurs pièces de performance sur votre voiture pour optimiser votre voiture en termes de tenue de route, en termes de freinage, en termes de vitesse et d'accélération. Ça, j'en parlerai dans une vidéo à part parce que les réglages, c'est assez long à expliquer. Les améliorations aussi, et j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure. Voilà, je préfère faire deux vidéos de 20 minutes ou de 30 minutes plutôt que d'en faire une grosse d'une heure. Voilà, ce sera plus intéressant pour tout le monde, à mon avis, sur cette chaîne YouTube. On va commencer avec les conversions qui sont les améliorations les plus radicales disponibles sur les voitures de Forza Horizon 5. Alors, il peut y avoir jusqu'à 4 catégories d'améliorations. Les modifications moteur, les modifications de chaîne cinématique, l'aspiration et sur certaines voitures aussi, les kits carrosserie. Alors, celle-ci n'en a pas, mais il y a plein d'autres voitures qui en ont, comme par exemple la Toyota Supra 5 avec laquelle vous allez pouvoir commencer le jeu, ou la Supra 4 ou la Mazda RX-7, je crois. Il y a pas mal de modèles qui en ont sur le jeu, ces kits carrosserie on va dire déjà tout fait. Et en général ces kits carrosserie, bon déjà ils sont assez stylés, mais surtout ils augmentent l'appui, donc la tenue de route on va dire à haute vitesse de pas mal de voitures, puisqu'ils ont un aérodynamisme on va dire un petit peu plus travaillé. Par contre en général, ces kits carrosserie font que votre voiture va être plus lourde que la même voiture améliorée de la même manière sans ces kits carrosserie. Donc selon ce que vous voulez faire, c'est pas forcément super intéressant. Après on va dire que les kits carrosserie en général les gens les mettent surtout parce que c'est stylé. Vous avez ensuite donc la modification moteur. Alors ça c'est une modification assez extrême puisque en gros vous allez enlever le moteur de base de votre voiture et le remplacer par le moteur d'une autre voiture. Alors il y a des modèles sur lesquels vous allez pouvoir avoir 5, 6 ou 7 ou 8 swaps on va dire différents, 8 moteurs différents. Sur celle-ci, sur cette Golf GTI de 83, donc on a le moteur de base, qui est un moteur atmosphérique qui fait, si je dis pas de bêtises, 1780 cm3, c'est ça, 1,8 litre. Et si vous souhaitez, vous pouvez le remplacer par ce moteur-là, le Turbo Rally, qui est un moteur plus petit en cylindrée, mais qui est un moteur turbo et qui propose donc plus de puissance, et qui vient d'un autre modèle présent sur Forza Horizon 5. Globalement, le swap, c'est un avantage, c'est que sur beaucoup de voitures, les swaps permettent d'obtenir des moteurs tout simplement plus puissants, avec plus de couple. Le souci principal en général, vous allez perdre, on va dire, le son de base de votre voiture, puisqu'il va être remplacé par le son, on va dire, du moteur que vous allez changer, que vous allez swapper sur votre voiture. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez absolument la performance maximale. Après, si par exemple votre but n'est pas forcément d'avoir une puissance hyper élevée, le swap c'est pas forcément très intéressant. Si là notre but par exemple c'est de faire une Golf qui fait 250 chevaux, on n'aura pas besoin de passer sur le Turbo Rally pour les atteindre. Donc il y a cette modification qui est déjà une grosse modification. Ensuite vous avez la modification de chaîne cinématique, ça va changer le type de transmission de votre voiture. Là cette voiture là est une FWD comme c'est écrit en bas de l'écran, ce qui veut dire que c'est une traction. En gros ce sont les roues avant de la voiture qui transmettent la puissance du moteur au sol et qui font donc entre guillemets avancer la voiture. Vous avez la possibilité sur toutes les voitures en général traction comme celle-ci, les FWD, de les passer en RWD, donc là ce sont des voitures propulsion, donc en gros ça change, au lieu d'avoir les roues avant qui transmettent la puissance, ce sont les roues arrière, et vous avez AWD, donc ça c'est 4 roues motrices, en gros les 4 roues de la voiture transmettent la puissance. Il y a des modèles, en général les voitures qui sont RWD de base,
vous n'avez la possibilité en général que de mettre la transmission AWD. Et en général, sur les voitures qui sont AWD, donc en 4 roues motrices, vous n'avez en général que la RWD qui est disponible dans ces modifications de chaîne cinématique. Changer la chaîne cinématique n'est pas forcément nécessaire et n'est pas forcément utile sur toutes les voitures. Sur une caisse comme ça qui fait, on va dire, seulement une centaine de chevaux, mettre la 4 roues motrices n'a aucun intérêt puisque ça va plus alourdir la voiture qu'autre chose. Effectivement, passer en 4 roues motrices augmente le poids de la transmission et augmente le poids général de la voiture. Passer, on va dire, un certain stade de puissance, ça peut être intéressant. Après, ça va dépendre du type de véhicule, évidemment, que vous allez conduire. En général, ces petites voitures-là, les petits gabarits qui sont en traction de base, il est plus intéressant, effectivement, à partir de 400 chevaux ou 300-400 chevaux, de les passer en 4 roues motrices pour répartir la puissance sur toute la voiture. Si vous les mettez en propulsion, effectivement, vous allez peut-être gagner un petit peu en accélération par rapport à une voiture en traction. Le souci, c'est que les petits gabarits, les petites voitures comme ça, en propulsion, si vous commencez à mettre plus de 300 ou 400 chevaux, ça va être des voitures qui vont facilement partir en drift, en virage, et c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Et en général, les petites voitures qui driftent, elles sont plus dures à contrôler que les voitures de gabarit moyen ou de grand gabarit. Par contre, effectivement, une propulsion, donc une voiture RWD de base, qui est, on va dire, sur un gabarit un peu plus grand, quand elle commence à dépasser les 500 ou 600 chevaux, alors la jouer en 4 roues motrices, donc en AWD, peut être assez intéressant puisque ça va vous permettre de mieux gérer la puissance sur votre voiture. Effectivement, conduire une voiture qui fait 1000 chevaux en propulsion, c'est assez marrant sur le jeu, mais en général, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé pour le chrono. Après, en général, les voitures qui sont 4 roues motrices, donc AWD, vous l'aurez compris, ça veut dire la même chose, ont un petit défaut sur Forza Horizon 5, même si elles sont plus faciles à contrôler. En général, ce sont des voitures qui tournent moins bien sans réglage dans les virages. On dit qu'elles sous-virent, voilà, elles tirent tout droit, entre guillemets, dans les virages, ce qui peut être assez emmerdant. Alors ça se corrige avec des réglages, mais si vous n'êtes pas habitué aux réglages, c'est pas forcément facile. Donc selon ce que vous allez changer, vous allez avoir des gros changements sur ce type d'amélioration. Personnellement, je fais vraiment en fonction du gabarit de la voiture et de sa puissance. En dessous d'une certaine puissance, les 4 roues motrices ne servent à rien de toute façon. On va ensuite passer au dernier type de conversion, l'aspiration. Donc cette voiture a un moteur classique, atmosphérique, qu'on va pouvoir du coup passer en turbo ou en compresseur. Alors sur le jeu, il y a plusieurs types de turbo et plusieurs types de compresseurs. Il y a le turbo simple, il y a le turbo double, et au niveau des compresseurs, il y a compresseur volumétrique et il me semble compresseur à vis. L'avantage sur Forza Horizon 5, c'est que n'importe quel moteur atmosphérique que vous allez passer en turbo ou en compresseur va sortir plus de puissance que s'il était simplement moteur atmosphérique. Par contre, il y a un désavantage, entre guillemets, à passer ces moteurs-là en turbo ou en compresseur, c'est que vous allez perdre un petit peu la linéarité de la puissance, on va dire, d'un moteur atmosphérique qui peut être agréable en virage et qui peut éviter de perdre le contrôle, on va dire, comparé à une voiture qui a un gros turbo qui amène une grosse puissance d'un coup haut dans les tours, qui peut un petit peu surprendre où vous allez perdre le contrôle. En général, un atmosphérique, c'est beaucoup plus facile à comprendre et à prédire, à prévoir au niveau du comportement dans les virages. Après, entre turbo et compresseur, là aussi, il y a des petits avantages, des petits inconvénients selon le type d'aspiration que vous allez mettre. Turbo, en général, c'est vraiment, on va dire, pour avoir le max de puissance, sauf qu'en général, la puissance, vous l'aurez que tard dans les tours, et donc ça peut être un peu piégeux en virage. C'est après assez fun, en vrai, un gros turbo qui souffle fort et qui sort une grosse puissance bonus, c'est toujours assez marrant. À côté de ça, vous avez les compresseurs. Les compresseurs sortent moins de puissance que les turbos, mais l'avantage des compresseurs, c'est que la puissance arrive plus tôt et de manière moins brutale, on va dire. Ce qui peut être intéressant pour la tenue de route, et ce qui peut être intéressant aussi selon le type de moteur, selon le type de piste sur lesquelles vous avez joué. Sur les petites accélérations, les petites lignes droites, par exemple, un compresseur va vous permettre de sortir plus tôt la puissance qu'un turbo. Après, chacun évidemment fait comme il le souhaite. Sachez évidemment que changer de type d'aspiration change aussi le son de votre voiture et qu'il y a certaines bagnoles qui vont plus ou moins bien sonner selon si vous les mettez Atmo, turbo ou compresseur. Donc ça, c'était les conversions. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Je le sais bien, les gars, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo, à mettre pause s'il faut. C'est qu'un seul des types d'améliorations disponibles sur Forza Horizon 5. On va passer maintenant aux améliorations, on va dire, plus classiques. Donc là, améliorations de moteur qui vont être basées sur le moteur que vous avez sélectionné plutôt en changement de conversion. Donc là, on a laissé le moteur de base, la chaîne motrice d'origine. On va donc pouvoir l'améliorer par-dessus. Alors, je vais juste poser le turbo comme ça dessus. Je pourrais vous montrer aussi les améliorations de turbo. Sans ça, on ne les aura pas de disponibles. Également, si vous passez en compresseur, vous aurez les améliorations de compresseur. Il y a plusieurs stages en fait d'amélioration pour chaque type d'aspiration.
Là, nous, on va se mettre en turbo pour cette vidéo-là, mais vous aurez sensiblement les mêmes améliorations pour un compresseur. Donc vous avez les améliorations de moteur. Globalement, toutes les améliorations de moteur, c'est assez simple à comprendre. Elles vont toutes augmenter la puissance de votre voiture. Il y en a qui sont quand même assez spéciales, entre guillemets. Bon, déjà, les turbos et les compresseurs, vous allez pouvoir améliorer selon ce que vous aurez choisi plus tôt. Et il y a aussi l'arbre à cam qui, amélioré, va vous permettre d'aller plus haut dans les tours. Donc ça va par exemple vous permettre sur cette voiture-là de passer d'un rupteur qui est à environ 7000 tours, de le passer à quasiment 8000 tours. Donc ça, vous pouvez le voir en regardant un petit peu la courbe rouge et la courbe jaune qui sont en bas dans la jauge de performance. Donc ça vous permet en général d'avoir des voitures qui tournent à plus haut régime. Ça change du coup un petit peu le son des voitures, ça fait un son un petit peu plus aigu et ça vous permet de sortir plus de patates globalement. C'est une grosse amélioration de moteur ça. Pour le coup, après le reste, c'est que de l'ajout de puissance. Il y a également à savoir que l'échappement, selon le stage d'amélioration que vous allez mettre, ça va changer le son de votre voiture et que globalement sur Forza Horizon 5, malheureusement les voitures équipées d'échappement course sonnent moins bien que ces mêmes voitures équipées de l'échappement d'origine. Donc si vous roulez juste, on va dire, pour la balade et vous voulez juste une caisse qui sonne bien, n'améliorez pas forcément l'échappement, c'est, on va dire, plutôt contre-productif à ce niveau-là. Par contre, en pur ajout de puissance, c'est quand même une amélioration assez sympathique. Donc je vais améliorer 2-3 trucs comme ça, ça me permettra aussi de vous montrer un peu ce que je fais sur mes voitures en général. On a ensuite les améliorations de plateforme et de tenue de route, qui sont assez utiles aussi. Bon, les freins, c'est assez logique, plus vous les améliorez, plus vous aurez une grosse puissance de frein, et donc en général, mieux vous allez freiner. Donc ça, en général, c'est un truc assez facilement améliorable, vous le mettez au max, en tout cas le max possible, sans, on va dire, dépasser l'indice performance que vous souhaitez cibler, et ça vous permettra d'avoir un meilleur freinage. Ressort et amortisseur, alors là, selon le type évidemment d'épreuve que vous allez faire, ça va changer pas mal les choses. Globalement, si vous faites de la course sur bitume, de la course de route classique, le mieux évidemment ça va être les amortisseurs course. Après, si jamais ça dépasse l'objectif performance que vous voulez atteindre, l'indice performance ciblé, comme j'en parlais il y a un instant, ça peut être intéressant des fois de seulement laisser le sport ou le route. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je parle d'indice performance ciblé ou d'objectif performance, c'est la classe de la voiture. Par exemple là, elle est en D476. Imaginons que cette voiture-là, on veut la conserver en classe D et qu'on veut quand même améliorer les ressorts et les amortisseurs. Dans ces cas-là, je mettrai les amortisseurs sport parce que les courses, malheureusement, me feront sortir de la catégorie D et me feront rentrer dans la catégorie C. À côté de ça, il y a les amortisseurs et les ressorts spéciaux. Donc les amortisseurs et ressorts tout-terrain, donc là c'est assez logique, c'est pour ceux qui veulent se faire des voitures préparées tout-terrain, donc que ce soit pour du rallye ou pour tout ce qui va être cross-country, comme les tracés où il y a beaucoup de sauts, beaucoup de dénivelé, ça peut être assez intéressant. Et à côté de ça, donc les ressorts et amortisseurs drift, qui vont augmenter le carrossage des roues. Donc en gros, vous pouvez voir que là les roues sont légèrement penchées vers l'extérieur, contrairement à les suspensions plus classiques où là les roues sont un peu plus droites. Ça vous permet d'augmenter un petit peu la facilité avec laquelle vous allez pouvoir drifter avec vos voitures. Globalement, les amortisseurs et ressorts drift permettent quand même d'avoir une bonne base de voitures de drift. Donc ça va être évidemment selon quel type d'amélioration vous souhaitez faire. Vous avez ensuite les barres anti-roulis qui vous permettent du coup de limiter les roulis. Alors les roulis en gros c'est quand la voiture, quand vous êtes dans un virage, elle se met à strafer, à se déplacer sur le côté plus que ce qu'elle devrait. En gros, au lieu de tourner, elle va faire un peu comme une savonnette et commencer à glisser sur le côté. Alors sans forcément drifter, mais vous allez sentir qu'elle commence un petit peu à tanguer entre guillemets. Voilà, les barres anti-roulis vous servent à améliorer ça, ça augmente aussi la tenue de route en général et ça fait baisser un petit peu le poids. C'est une amélioration qu'en général j'essaie de mettre sur toutes les voitures que j'utilise parce que ça vous permet en plus derrière de pouvoir le régler et il y a plein de choses qui sont très intéressantes à faire en réglage derrière, on en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo. Ensuite, renforcement châssis arceaux de sécurité. Alors globalement, ça fait monter l'indice performance du jeu sur ces voitures-là. Donc là, vous voyez, on passe de D à classe C. Ça, en gros, rigidifie le châssis et ça permet là aussi de limiter pas mal les roulis. Par contre, en général, ça augmente pas mal le poids. Alors sur celle-ci, ça va, c'est que 38 kg de prix. Mais sur certaines grosses voitures, certaines grosses berlines ou des gros 4x4 ou quoi, des fois c'est quasiment 100 kg que vous allez prendre avec les arceaux de sécurité. Donc selon ce que vous voulez faire, c'est pas forcément très utile de mettre ça. Évidemment, si votre but c'est juste de faire une voiture qui va vite en ligne droite, qui n'est pas forcément très utile en virage, alors dans ces cas-là, mieux vaut laisser ce genre d'amélioration d'origine. Si vous usez simplement l'accélération et la vitesse max, c'est plus intéressant puisque vous aurez une voiture plus légère. Ensuite, vous avez évidemment la réduction du poids. Bon, ça, c'est assez logique. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de contrepartie, de points négatifs sur cette voiture-là. Plus vous avez une voiture légère, en général, mieux c'est.
Après, effectivement, une voiture trop légère, c'est pas forcément top non plus. Mais pour l'instant, sur Forza Horizon 5, j'ai pas eu trop le cas de tomber sur des voitures qui étaient trop légères. C'est arrivé sur Horizon 4 avec la pile, par exemple, qui était tellement légère que ça devenait ridicule à conduire. Là, pour le coup, voilà, tant que vous restez, on va dire, au-dessus de la barre des 650 kg, globalement, les voitures restent tout de même assez maniables et plus vous les allégez, plus en général elles sont performantes. C'est une très bonne amélioration l'allègement parce que ça permet de gagner en distance de freinage, ça permet de gagner en accélération, également en tenue de route et parfois même en vitesse max. Et globalement, c'est parfois plus intéressant de mettre ça comme amélioration pour gagner de la vitesse ou de l'accélération, plus que parfois améliorer le moteur. Selon les cas, évidemment, c'est à essayer de votre côté. Vous avez ensuite le système d'amélioration de transmission. Donc il y a le différentiel qui ne change rien ou quasiment rien au niveau des statistiques, mais qui va vous permettre derrière de régler le différentiel pour avoir par exemple sur les 4 roues motrices plus de puissance sur les roues arrière que sur les roues avant, ce qui peut être très intéressant pour régler un problème de tenue de route, régler un problème de sous-virage ou de survirage. Encore une fois, ça on en parlera dans une autre vidéo dédiée au réglage. Vous avez la ligne de transmission, donc ça globalement c'est simplement pour gagner du poids, donc globalement plus haut vous le mettez, mieux c'est, il n'y a pas vraiment on va dire de côté négatif. Vous avez l'embrayage qui vous permet là aussi de gagner un petit peu de poids tout en ayant des temps de passage de rapport plus rapide, donc là aussi en général plus vous pouvez le mettre haut, mieux c'est. Et puis donc il y a le système de boîte de vitesse qui est donc amélioré sur Forza Horizon 5, il y a beaucoup plus de choix que sur Forza Horizon 4. Si je dis pas de bêtises, cette voiture de base est une voiture qui est équipée d'une boîte à 5 vitesses. Il me semble, à vérifier, ça dépend un peu des modèles, mais que en gros boîte de vitesse sport et boîte de vitesse route, ça ne change pas le nombre de rapports que vous avez, ça met simplement une meilleure boîte. Avec la boîte de vitesse sport, vous aurez la possibilité de régler le rapport total de démultiplication, donc en gros de gérer la longueur totale de votre rapport et du coup d'avoir soit plus d'accélération, soit de vitesse maxi. Au-dessus de ça, on va forcément avoir au moins une boîte vitesse 6 rapports, donc ça va être le cas des boîtes courses qui vous permettront du coup de régler derrière chaque rapport, on va dire un par un, donc vous pourrez régler la longueur de votre première, de votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, contrairement à la boîte sport qui permet seulement, on va dire, de régler le curseur général. Et puis à côté de ça, vous aurez donc les boîtes 7, 8, 9 et 10 rapports disponibles sur beaucoup de voitures qui, du coup, en général, permettent d'avoir plus de rapports, donc des rapports plus courts, donc des voitures plus nerveuses, mais qui par contre augmentent forcément le poids de votre voiture. Alors le poids augmenté n'est pas vraiment énorme, c'est 2 kg en gros par rapport supplémentaire. Ça peut être assez intéressant, par exemple cette voiture là, ça permettrait d'avoir une boîte 10 tout en ayant une voiture qui retombe en catégorie D, ça peut être assez intéressant. Là aussi selon les modèles et selon ce que vous voulez faire avec votre voiture, évidemment il faut bien choisir. Perso, je mets toujours la boîte course, j'ai pour l'instant jamais mis de boîte 7, ni 8, ni 9, ni 10, parce que globalement je trouve que l'avantage, on va dire, des rapports plus courts sur ce jeu n'est pas suffisant par rapport au poids qui est gagné, enfin qui est repris à cause de ces améliorations là. C'est bien voilà, pour le style, dire ouais, je roule en Golf qui fait 10 vitesses, mais c'est pas forcément hyper intéressant au niveau des améliorations. Vous avez ensuite évidemment l'amélioration des gommes, donc là on est en gomme origine, vous avez ensuite les gommes route, les gommes sport, les gommes semi-slick, les semi-slick horizon qui sont les mêmes que les semi-slick mais avec un logo horizon, et les gommes slick, donc ça va être les gommes on va dire classiques pour rouler sur du bitume classique, voilà, c'est pas du tout des gommes qui sont faites pour faire du tout-terrain, et globalement plus haut vous pouvez mettre ces améliorations, mieux c'est, donc en gros le plus haut en général c'est slick. Par contre, plus vous mettez des pneus comme celui-ci et plus, on va dire, les pneus sont lisses, comme c'est le cas des pneus slick, plus ça va être compliqué à conduire déjà en tout terrain, mais aussi sur pluie, c'est-à-dire qu'une voiture qui est équipée de gomme slick sur Forza Horizon 5, si vous avez un tracé sur bitume mais qu'il a plu ou que la route elle est mouillée, vous allez beaucoup plus galérer à conduire en pneus slick par exemple qu'en gomme de base ou en gomme route ou en gomme sport. Donc évidemment selon le type de course ça va être plus ou moins intéressant, mais globalement si vous roulez on va dire par belle météo sur route classique en bitume, les pneus slick sont ceux qui donnent la meilleure adhérence. Ensuite vous avez la gomme drift, donc ça c'est assez logique, c'est pour ceux qui veulent drifter. Vous avez deux types de gomme tout terrain. Donc il me semble que celle-ci, ça doit être celle qui est conçue pour le rallye, si je dis pas de bêtises. Et celle-ci, ça doit être celle qui est conçue pour le cross-country. Donc en gros pour faire des sauts, pour faire vraiment, on va dire, des tracés très escarpés.
Ça, c'est, on va dire, les gommes tout-terrain, les gommes de rallye, c'est simplement pour avoir un bon grip sur terre. C'est un peu différent comme style de pilotage, un peu différent comme type d'épreuve. Et du coup, les améliorations ne sont pas les mêmes. Vous avez ensuite évidemment la gomme neige, si vous roulez par temps de neige ou si vous allez sur le volcan et qu'il y a de la neige. Et vous avez ensuite les gommes drag pour ceux qui font des prépa drag et qui veulent évidemment des voitures qui accélèrent le plus fort possible. Par contre, gros désavantage des gommes drag, c'est que ces gommes-là, à haute vitesse en général, ont vraiment une mauvaise tenue de route. C'est vraiment que pour la ligne droite, si vous avez des virages à faire à haute vitesse, c'est même pas la peine de pincer aux gommes drag. Pareil, je l'ai pas dit, mais pour les gommes neige, un désavantage, c'est que quand il n'y a pas de neige, le grip est moins bon. Tout simplement, c'est assez logique. Ensuite, vous avez la possibilité d'améliorer la largeur des pneus. Alors ça, c'est assez intéressant selon le type de voiture que vous avez. Ça vous permet d'avoir des pneus plus larges, donc de garder mieux la tenue de route et de mieux aussi transmettre la puissance au sol. Alors globalement, si vous avez une voiture qui est en traction, donc en FWD, je vous conseille de commencer par améliorer la largeur des pneus avant. Si vous avez une Pro-Pu, commencez par la largeur des pneus arrière. Si vous avez une 4 roues motrices, vous faites un petit peu un mélange des deux. Il y a tout de même un petit désavantage avec ces gommes plus larges, c'est que une voiture qui a effectivement des gommes plus larges va être on va dire plus facilement contrôlable, vous allez moins souvent perdre le contrôle, vous allez moins par exemple drifter. Par contre, plus vous avez des pneus larges, plus ça va être compliqué de rattraper la voiture si elle commence à partir en couille. Donc effectivement, si vous avez des gommes plus larges, vous avez moins de chances de partir en couille, mais par contre si jamais vous conduisez vraiment mal, ou que vous arrivez vraiment, on va dire, à trop de vitesse dans un virage qui est trop serré, ça va être beaucoup plus dur de rattraper la voiture avec des pneus plus larges. Vous avez ensuite les améliorations des jantes, donc là il y a le style évidemment qui va compter, mais il y a aussi des jantes qui vont vous permettre de gagner du poids. Chacun fera comme il voudra effectivement, mais le but c'est quand même d'essayer de trouver des jantes légères qui sont stylées. Il y en a qui sont stylées, il y en a qui sont légères, il y en a qui sont légères et stylées. Après évidemment selon vos goûts, ça va changer. Après, à part le poids, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le reste de la tenue de route. Vous avez ensuite effectivement la possibilité de choisir la taille des jantes. Donc des jantes plus grandes, en général, ça améliore la tenue de route sur le jeu. Par contre, ça augmente le poids. Donc en général, ça veut dire moins d'accélération et moins de vitesse. Et puis sur certaines voitures, vous avez aussi la possibilité de choisir la largeur des voies. En gros, de choisir l'écart, on va dire, entre les roues en largeur. Et ça, je vous conseille de le mettre au max quand vous en avez la possibilité, quand vous faites de la course sur bitume, de la course classique. Par contre, quand vous faites du rallye ou que vous faites de la course sur terre ou voilà, du off-road, ne mettez pas la largeur de voie améliorée. En général, ça fait straffer les voitures encore plus et vous allez perdre du temps. Pour terminer, il y a évidemment les pièces esthétiques. Alors là aussi, c'est un petit peu comme les jantes. Il faut essayer de trouver un compromis entre quelque chose qui vous plaît au niveau de l'esthétique et quelque chose qui est intéressant au niveau des performances. Globalement, il y a plein de kits disponibles sur ce jeu qui vont vous permettre de gagner du poids, mais qui en général du coup vont nuire à l'aérodynamisme par exemple de la voiture. Et il y a à côté de ça les kits Forza, donc avec ce petit logo là, qui sont des kits qui sont pas très beaux honnêtement. Bon, surtout les ailerons en général, les ailerons Forza, encore là ça va, mais globalement sur la plupart des voitures, les ailerons Forza et les kits de pièces per Forza sont vraiment pas très beaux. Par contre, ils augmentent beaucoup l'appui de la voiture, donc en gros sa tenue de route à haute vitesse. Et surtout, il vous permet du coup de régler l'appui de la voiture, donc d'avoir du coup un curseur qui va soit vers plus de Vmax, soit vers plus de tenue de route. Je sais que souvent, quand je le mets, les gens me disent que c'est moche et que je devrais pas le faire, mais évidemment, si je pars, on va dire, pour du circuit et que je cherche juste une voiture efficace, en général, le kit Forza est mon ami et j'hésite pas à le mettre puisque derrière, il y a plein de bonus. Après, si vous voulez juste une caisse stylée, c'est vrai qu'en général, le kit Forza est pas très beau. Donc on a fait plus ou moins le tour de l'amélioration des différentes pièces des voitures de Forza Horizon 5. Évidemment, il y a un changement quand même sur les voitures électriques. Au lieu d'avoir les améliorations de moteur, vous aurez directement un moteur amélioré dans la conversion ici. Perso, c'est comme ça sur la Taycan et sur, il me semble, la IDR. Je sais que je l'ai vu sur une autre caisse électrique, je ne sais plus laquelle. À part ça, ça fonctionne à peu près de la même manière, que ce soit une voiture thermique ou que ce soit une voiture électrique, évidemment. Donc ça, c'était un peu la première partie, l'explication de ce que fait chaque pièce. Évidemment, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire plus d'infos, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce genre de vidéo, tellement d'informations qu'il y a forcément un moment où j'ai oublié quelque chose. Si jamais je retrouve d'autres choses, je les rajouterai au montage. Mais si jamais j'ai quand même oublié des sujets, dites-moi en commentaire, posez-moi vos questions et je vous répondrai évidemment. Ensuite, on va parler un petit peu de comment moi j'améliore mes voitures. Évidemment, selon mon humeur, j'ai plusieurs manières d'améliorer les voitures. Des fois, j'aime les conduire aussi sans amélioration parce que, en général, c'est le top, on va dire, pour la balade, parce que la voiture est complètement d'origine et qu'elle a vraiment son caractère, on va dire,
original, et ça c'est vraiment parfait. Ensuite, il y a les jours où j'améliore tout comme un débile, et ensuite j'essaie de trouver le meilleur compromis grâce aux réglages, ça arrive aussi. Mais il y a aussi assez souvent des fois où j'ai juste envie d'avoir une voiture qui va être bonne dans telle ou telle catégorie. Et dans ces cas-là, il va falloir effectivement prendre plusieurs choses en compte. Il y a plusieurs facteurs pour avoir une bonne voiture dans telle ou telle catégorie. Ce que je vous conseille en général, quand vous souhaitez améliorer une voiture pour telle ou telle catégorie, c'est de ne pas viser plus de 2 catégories au-dessus de celle de la voiture de série. Donc là, on a une voiture qui est en catégorie D de série. Au-dessus, donc il y a donc la catégorie C et la catégorie B. Effectivement, je pense que cette voiture peut être intéressante au maximum de la catégorie B. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'elle soit très intéressante en A ou en S1, même si, effectivement, si on compare cette voiture en A, en S1 et en B, elle sera forcément plus rapide en S1. Sauf que elle ne sera pas forcément aussi compétitive que d'autres voitures qui de base étaient en catégorie A ou en S1, ou même qui étaient en classe B et qui ont été améliorées en A ou en S1. Simplement une petite bagnole comme ça, un petit peu ancienne, peut être cool pour le fait qu'elle est légère, qu'elle ait un petit moteur un peu nerveux, et même si effectivement avec les améliorations elle peut monter en A ou en S1, à mon avis en A ou en S1 de toute façon elle n'aura pas la bonne tenue de route pour assumer autant de puissance, et de toute façon elle aura peut-être même pas assez de puissance pour rivaliser avec les autres voitures dans cette catégorie. Donc ce que je fais c'est qu'en général voilà, je me fixe 2 classes au-dessus, je commence par améliorer en général selon les statistiques de la voiture, donc si je vois qu'elle a déjà une bonne vitesse et une bonne accélération, je vais plutôt commencer par améliorer les pneus, par améliorer le poids. C'est le cas de cette voiture-là ici, qui a plutôt une bonne stat en vitesse et en accélération, alors que la tenue de route et le freinage sont un petit peu en dessous. Donc je vais tout simplement commencer par améliorer la statistique la plus basse. Donc là par exemple c'est le freinage. On va essayer de se la mettre en kit course pour rattraper un petit peu la jauge de vitesse et la jauge d'accélération. Ensuite, au niveau de la tenue de route, je vois que la voiture est un petit peu haute. Je vois que la tenue de route n'est pas exceptionnellement haute non plus. Donc on va passer sur des ressorts. Donc on va pas forcément mettre les courses, mais on va au moins mettre les sports. Ça permettra, on va dire, d'avoir des statistiques un petit peu plus homogènes. Ensuite, on va évidemment alléger la voiture un maximum. Donc ça, c'est une amélioration, je vous le disais tout à l'heure, qui est vraiment intéressante parce que ça améliore autant l'accélération que la tenue de route que le freinage, même si les statistiques ne le disent pas. Là, on va dire qu'on a une flèche vers le bas en rouge. Normalement, c'est censé être négatif. C'est pas du tout le cas, pour le coup. Donc c'est une amélioration qui est assez intéressante. Ensuite, j'améliore les pneus en général. Donc là, pour le coup, on a déjà, on va dire, une tenue de route qui est assez correcte avec le stage route. Donc on va le mettre comme ceci. Et ensuite, pour ce qui reste, on va améliorer le moteur. Et ensuite, on va améliorer le moteur pour augmenter un petit peu l'accélération et augmenter un petit peu la vitesse. En général, c'est ça le plus simple, c'est de se dire je veux atteindre telle ou telle catégorie, et c'est ensuite de commencer par compenser les statistiques qui sont les moins bonnes. Donc en général, c'est souvent sur ce genre de voiture la tenue de route, le freinage, et ensuite de compléter les petits points manquants, on va dire, d'indice performance par des améliorations moteurs. En général, ça vous donne plutôt un bon résultat. Après, effectivement, si en améliorant le moteur, vous vous rendez compte que la statistique de vitesse et d'accélération commence à prendre trop le dessus sur le reste, voilà, c'est pas encore trop le cas, mais je pense qu'à quelques améliorations près, ça va être le cas. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir sur les améliorations de plateforme de tenue de route et à mettre par exemple les barres anti-roulis, qui sont en général une bonne amélioration dans le sens où ça améliore quand même pas mal le comportement de la voiture et ça prend, on va dire, pas beaucoup d'indices performance en plus. Sur celle-ci, on va même peut-être pouvoir mettre le renforcement châssis arceau de sécurité, même si on reprend un peu de poids. On aura une caisse qui sera quand même, on va dire, un peu plus homogène au niveau des statistiques. Et puis, on peut même améliorer un petit peu la boîte de vitesse. Alors là, ça peut être intéressant d'essayer de la passer en kit course. Comme ça, on aura 6 rapports. Et on pourra du coup régler chaque rapport indépendamment. Ensuite, pourquoi pas la ligne de transmission. L'embrayage aussi, c'est pareil. C'est des améliorations qui, on va dire, apportent beaucoup de choses sur la voiture sans prendre beaucoup de points d'indice performance. Ensuite, combien on a de puissance? On a 230 chevaux. On peut éventuellement mettre des pneus un peu plus larges à l'avant. Donc là, on ne mettra pas au maximum parce qu'on passe en catégorie A, mais on peut au moins mettre les pneus avant en 215. Ça nous fera gagner un petit peu de grip en virage et ça permettra de mieux transmettre la puissance au sol. Et puis, il nous reste 4 points de marge d'indice performance. Donc là, on va chercher une petite amélioration de moteur qui va permettre d'aller en A700, en B700, sans justement aller en catégorie A. Et ça va peut-être être un petit peu galère à trouver parce que quand il manque un point, des fois c'est un petit peu chaud. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour améliorer juste d'un point? On peut mettre le volant moteur, qui va du coup permettre d'être en B700, avec du coup des statistiques qui sont assez homogènes. Donc vous voyez, entre 4.2 et 5.9 pour le freinage.
Donc plutôt assez équilibré comme voiture. Et en plus, la meilleure stat est une stat de tenue de route, la stat de freinage. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc globalement, c'est ça que je fais. Je regarde l'indice performance de base de la voiture. Je me dis 2 catégories au-dessus max. Et ensuite, je commence par les améliorations qui sont les plus faibles. Ça sert à rien d'avoir une voiture très puissante, d'avoir 10 par exemple en accélération et en vitesse max, si au premier virage, vous pouvez pas tourner et que de toute façon le châssis n'arrive pas à assumer une aussi grosse vitesse. Et au contraire, ça sert à rien d'avoir une voiture qui a une super bonne tenue de route si derrière elle n'a pas la puissance et que de toute façon elle se fait laver dès la première ligne droite. En général, pour la plupart des circuits, une voiture qui est équilibrée, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Après évidemment, si vous faites du drag, dans ces cas-là, c'est plus intelligent de mettre des pneus drag, de viser la puissance et de viser l'accélération. Et au contraire, si vous faites un tout petit circuit comme celui par exemple du festival de Forza Horizon 5 qui est juste ici, dans ces cas-là, quand vous n'avez pas de ligne droite, effectivement là pour le coup, misez juste un petit peu sur l'accélération et beaucoup sur la tenue de route. Mais globalement, pour la plupart des circuits du jeu, une voiture équilibrée, c'est ce qui marche le mieux. Et de toute façon, j'aurais tendance à dire que sur Forza Horizon 5, c'est un petit peu moins important que sur Horizon 4, l'amélioration des voitures, parce qu'il n'y a pas de ranked. Et le côté compétitif de Forza Horizon 5 est quand même, on va dire, inférieur à celui de Forza Horizon 4, très largement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'en suis à peu près 1 heure d'enregistrement, bon, jamais la vidéo fera 1 heure, je pense qu'elle fera 20 minutes, enfin 25 peut-être. Je sais que c'est long, mais il y a plein de choses à dire, et pour le coup, je ne me voyais pas faire 2 épisodes différents sans amélioration, ça faisait beaucoup, je trouve, pour un sujet qui, je trouve, pouvait être traité en une seule vidéo. Dites-moi un petit peu si cette vidéo vous a aidé en commentaire, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié certaines choses, voilà, à me les mettre en commentaire, si j'ai oublié certains types d'amélioration, si j'ai oublié certains détails. N'hésitez pas, pensez à laisser un like sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, surtout sur ce genre de petit guide qui peut derrière être mis en avant légèrement par YouTube pour tous les joueurs Forza Horizon 5. N'hésitez pas à vous abonner, pareil c'est des nouveaux comme ça, les prochains tutos sur le réglage par exemple, ou sur le drift, sur la conduite, ou les prochains contenus que je vous proposerai sur le jeu, vous serez notifiés de leur sortie. Vous pouvez bien sûr, si ça vous intéresse, venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de contreparties de bonus sur ma chaîne. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour m'envoyer des messages privés, être au courant de mes actualités et aussi de mon planning de live par exemple. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, me soutenir gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming sous cette vidéo pour faire vos achats de jeux vidéo et de cartes d'abonnement. En plus, les prix sont assez faibles en ce moment sur Instant Gaming et il y aura en plus des grosses réductions, je pense, pour le Black Friday et pour la fin de l'année avec Noël qui arrive. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mon lien Matériel.net pour acheter tout ce qui va être composants PC, config, périphérique. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez que c'est évidemment faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Et là aussi, selon on va dire le rang que vous allez prendre, il y aura plein de bonus pour vous. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.